Salut à tous, c'est samedi soir, on a la permission de minuit et ça tombe bien. Place à Backcheck XXL avec nos invités Marc Leuenberger, Doug Boulanger, Stéphane bien sûr. Stéphane, on a vécu des émotions ce soir. Il y a eu de la bagarre, ça frottait un petit peu. Il y en a eu, ouais. Oui, il y en a eu. Il y a eu les 5 mecs match aussi. Mais Marc, toi, qu'est-ce que tu vas retenir pour toi ce soir? Est-ce que c'est le retour à la normale de Davos, à domicile, 5-0? Et première fois véritablement qu'ils ont eu des matchs d'affilée, donc en plus 2 ce week-end. C'est peut-être leur faiblesse. Doug? Berne qui fait 3 gros points. Dieu sait qu'ils en avaient besoin sur peut-être un hors-jeu Coaches Challenge qui est questionnable. Donc, Berne qui fait les 3 points, grosse victoire. Et puis Lausanne qui perd sur le fil. Victoire en prolongation de Fribourg ce soir à la BCF à l'Arena contre Lausanne. Mais l'image du jour, puisqu'on le sait, il y a le nez sur la sellette du côté du CP Berne, eh bien c'est la victoire. En effet, des ours ce soir du côté des Vernets grâce à ce petit bijou de but signé Anderson. Il a décroché la toile d'araignée, comme on dit, hein, l'ami Anderson, sur ce tir. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais avant cela, messieurs, on va ouvrir ce bal du samedi soir avec le match entre Davos et Zurich. C'est tout simplement les deux formations, Stéphane, qui ont la meilleure moyenne de points par match du championnat. Ça veut dire que c'est tout simplement les deux formations les plus efficaces de notre championnat. Exact. Et tu l'as dit souvent sur ce plateau, tu as dit la loi de la moyenne va s'appliquer un jour ou l'autre à Davos. C'est pas possible, hein, on marche sur l'eau. Ils avaient gagné les 9 dernières... Sur une autre planète, hein, on voit la Voie lactée, là, et là, hop, hop. Les 9 dernières victoires de Davos par un goal et les quelques-unes qui étaient par 2 goals, c'est parce qu'on avait marqué dans la cage vide. Voilà. Retour de manivelle ce soir du côté de la Vaillante Arena avec une seule équipe sur la glace. En tout cas, au niveau de l'efficacité, c'est Zurich. Baltisberger pour le seul but des 20 premières minutes de jeu. Marc Leuenberger, assist de Reto Shepi. Mais Davos a eu des occasions dans ces 20 premières minutes de jeu. Oui, ils ont eu des occasions, pas seulement dans les 20. Hein, ils ont quand même, dans leur style, fait des contres rapides où ils ont mis de la pression sur le gardien. Mais cette fois, franchement, ils étaient... pas assez bon, pas assez vif par rapport à Zurich qui a toujours pu revenir et qui était là physiquement. Oui, en effet, avec, tiens, on va voir cette possibilité justement pour Davos. Grosse chance, l'arrêt de Ortio qui était dans la cage, Doug Boulanger ce soir. Et sur la contre-attaque, à 5 contre 4, une suite de powerplay, eh bien Zurich va marquer le deuxième, signé Simon Bondenman avec cet assist d'Ollenstein. Ça, c'est quoi? C'est le tournant du match finalement? Oui, c'est une belle entrée de zone avec une belle finition de Bodenman. Je pense que le 3/4 du jeu était fait par Hollenstein qui glissait un puck habilement devant la cage. Ouais. Et il y aura même un troisième but de Garretro qui va marquer le troisième sur un assist de Roman Vik. 3-0 après 40 minutes de jeu. Stéphane, la messe semble-t-il. Ben, c'est compliqué. Tu perds sur l'arrière 3-0 à maison contre Zurich. Puis Zurich, on sait l'efficacité de Zurich. Zurich a perdu la veille. A perdu la veille. Zurich a sorti le couteau entre les dents ce soir. Le tir précis, regardez, c'est incroyable. Belle passe de Vic qui a récupéré le puck loin dans le coin. Il est ressorti vraiment du coin avec la rondelle. Regardez le gap, tout l'espace qu'il a, Garrett Lowe. Le tir est impossible pour le gardien de faire quoi que ce soit. Et Peterson et Pius Suter vont rajouter 2 nouveaux buts. Du reste, Schliemann va aller remplacer Van Pottenberger dans la cage. Marc, tout ce qui est rentré avant pour Davos ce soir, ça ne voulait pas. Ça ne voulait pas, oui. Peut-être que, justement, c'est leur 20e match. Ils ont fait de plus en plus de matchs maintenant. Est-ce que cette jeune équipe, parce que c'est une équipe très jeune quand même, est-ce que tout à coup, la répétition des matchs, la récupération et tout, va peut-être devenir un peu plus compliqué? Et on verra, parce que j'ai l'impression qu'ils étaient quand même nettement au-dessus de la valeur effective. Pour l'instant. Il y a une information quand même contrat du côté de Davos, puisqu'on a prolongé Rantakari, on a signé Rantakari, on a eu l'info
aujourd'hui, hein, Doug, qui est tombé. Oui, prolongation de contrat, qu'il le garde jusqu'à la fin. Mais rumeurs disent qu'il était déjà signé jusqu'en 2021 et ils avaient décidé de communiquer sur un mois d'essai jusqu'à la fin décembre. Il y a différentes échéances. C'est un contrat de 2 saisons qui avait différentes échéances avec des options de part et d'autre. Donc, contrat jusqu'en 2021. Et là, c'était la première échéance. On a décidé de la prolonger. D'accord. Voilà. Ils ont bien fait. On a filtré les informations. Enfin, victoire de Zurich, messieurs, 5-0 ce soir du côté de Davos, qui marque un véritable coup d'arrêt dans sa progression. On va passer maintenant à Genève Servette. Genève Servette, vainqueur de ces mêmes ZDC Lions la veille du côté du Einstein, recevait Berne. Berne, nouveau gardien dans ses rangs avec Tommy Karunen. Mais du côté de Genève Servette, ça sera le jeune Charlin. Cette jeunesse, justement, du côté de Genève Servette, est-ce qu'elle explique finalement ce bon début de saison? On est même à la moitié de saison. Quels sont les secrets du côté de Genève? Eh bien, justement, on va regarder un sujet de nos collègues alémaniques qui nous parle peut-être, ou qui nous donne peut-être quelques pistes sur cette excellente saison de Genève Servette. Si on avait dit aux supporters genevois que les Aigles joueraient le podium à quelques semaines de Noël, l'auraient-ils cru? Les performances de Genève Servette sont au rendez-vous en cette première moitié de championnat. Et entre staff, joueurs et public, c'est toute une ville qui jubile. On est très satisfait de la progression qu'on a depuis le début de la saison. En début d'année, même si on a amassé des points, il y avait quelques matchs où c'était beaucoup plus difficile. Mais là, depuis un mois, on s'impose à chaque match, on réussit à imposer notre rythme. Donc, c'est la preuve d'une belle progression depuis le début. Mais quel est donc le secret de cette réussite? Well, young players, they just need opportunity. And when they make a mistake, you put them right back on the ice again. And you want to tell a young player, if you want to make a mistake, make it, but make it at 100%. Engagement, persévérance, confiance, autant de valeurs qui sont chères à Genève Servette. On utilise notre vitesse. Je pense qu'on est une équipe qui est rapide. En entrée de zone, en zone offensive, on bouge beaucoup le puck. Donc, c'est des choses qu'on a essayé d'implanter depuis le début. Et puis, ça fonctionne de mieux en mieux. We want to play high tempo. We want to be on the puck. We want to create some confusion for the opponent. And I think right now we're following the plan very well. Pour le moment, tout roule dans la cité de Calvin. Mais du côté du club, on reste concentré sur l'avenir. And if you're not going to be a top budget team, you got to try to do things a little outside the box. So we decided to go through a little bit of a mini break and build. Get younger, make a 3-year plan, and try to go at it. But I can assure you, our first-year plan right now, we're a little bit ahead of schedule. On est en avance sur le plan, messieurs, du côté de Genève. Franchement, Steph. Je pense qu'on ne pensait pas que nos jeunes allaient performer comme ça. Si vous regardez le line-up, là, pas ce soir parce que Richard n'est pas là, mais il y a vraiment 2 lignes de jeunes. Même très jeunes, on avait 8 joueurs qui sont nés en 99 et en 2000 au total. Voilà, donc on est même très, très jeunes. Et je pense que personne ne s'attendait à ce que ces jeunes-là réagissent de cette façon-là. Et je pense qu'on a trouvé un bon mix entre les vétérans qui encadrent les jeunes auxquels on donne beaucoup de responsabilités. Moi, je pense que ce qui a fait une grosse différence dans leur début de saison, c'est la performance des gardiens. Les 5, 6, 7 premiers matchs, Maillère et Desclous ont sorti des matchs extraordinaires, des moyennes hors normes. On calculait le fameux PDO, le puck lock, où on cumule finalement l'efficacité des gardiens et l'efficacité devant la cage. On était dans des sphères intenables, mais ça a donné confiance à l'équipe. Tout le monde s'est mis à fonctionner. Les gardiens ont fait le job. On a marqué des buts. Les jeunes se sont imposés. Et les étoiles se sont vraiment alignées pour eux. Puis là, maintenant, ils surfent sur cette vague-là en pleine confiance. Et puis des fois, ça ne prend pas grand-chose pour... La ligne est fine entre un mauvais début de saison puis ça part sur une mauvaise tangente ou l'inverse. Et là, on est vraiment sur une bonne voie. Après ça, il faut voir sur la longueur. C'est toujours la même chose sur la longueur. Comment on va tenir sur la longueur? Mais là, je pense qu'avec les points accumulés, il faudrait vraiment que ce soit catastrophique pour qu'ils se retrouvent en dessous de la barre. Oui, parce qu'en fait, Marc, on a vu Davos ce soir. Il y a eu le coup d'arrêt véritablement ce soir face à Zurich pour Davos. Pour Genève, ils ont connu une petite baisse à un moment. Ils ont perdu 4 défaites de suite aussi. Ouais. Oui, mais c'est vrai qu'ils sont quand même toujours là, même quand ils ne perdaient pas de 4-5 buts. Là, maintenant, Davos, c'est à Davos, à domicile, qui devrait être justement leur force. Ouais.
Et il se ramasse quand même un 5-0. Hein, un 5-0. Alors que c'est une attaque qui a un pourcentage de réussite sur les tirs extrêmement élevé. Ouais. Et ce soir, rien. Donc peut-être on vient à ce moment de rupture. Alors pour Davos peut-être, pour Genève, rupture il n'y a pas eu ce soir, mais tu parlais des gardiens Stéphane au niveau des performances. Pas oublier qu'il y avait un gamin de 19 ans, première titularisation pour lui. On voulait voir comment il allait gérer la pression. Franchement, Doug, il l'a parfaitement géré sur cette rencontre. Non, Il a 30 arrêts sur 32 shoots ce soir. Moi, Stéphane Charlin était très solide. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas y reprocher le goal d'Anderson en croisée, pleine lucarne. C'était un très beau goal. Je pense qu'il a été excellent. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est sa capacité à sortir du goal, à jouer le puck. Il n'a pas eu peur. Donc ça, c'est très impressionnant de ce côté-là. Ouais, 3-4 gros arrêts pour lui en plus pendant cette rencontre, même si sur le 1-0, on est en deuxième période, c'est Haim qui va ouvrir le score. Et puis ce but, c'est un but qui va être challengé par Genève, coach challenge, et puis pour un hors-jeu. Et on va le voir une nouvelle fois, Marc, et les images ne vont pas permettre aux arbitres d'inverser finalement leur décision. Oui. Mais on l'a regardé plusieurs fois au rendez-vous. Stéphane l'a fait avec la loupe, on ne le voit pas. On ne peut pas juger, on peut estimer que le puck est dehors, mais après, c'est qu'une estimation, on ne le voit pas. Et l'arbitre doit prendre une décision sur une preuve. On est d'accord, mais on le sait depuis cette saison, Steph, et j'aimerais t'entendre là-dessus. Depuis cette saison, on a 2 minutes de pénalité pour le banc si on perd son challenge, finalement. Ouais. Et là, pourtant, les images ne prouvent pas. On a tendance à dire que oui, le puck est sorti. Même si les images ne sont pas concluantes, la technologie ou l'angle de caméra ne nous permet pas de juger, on donne quand même le 2 minutes. C'est le point dont tout le monde discute de ça en disant que ça fait vraiment du sens. Si on va à la vidéo puis on prouve que le coach a tort. Pas de problème. 2 minutes. Mais si on va à la vidéo puis on ne le voit pas, c'est qu'on n'a pas les images qui nous permettent d'arriver à une conclusion. Là, les arbitres, ils se sont probablement dit, comme nous, probablement qu'elle est sortie. On la voit toucher légèrement à la ligne, on la perd derrière le patin, et puis là, tout à coup, on peut imaginer qu'elle est sortie. Mais les arbitres, ils disent, on ne voit pas. C'est comme un pas qui franchit la ligne. Si tu ne le vois pas, tu ne peux pas le donner. Ouais, comment on peut donner une punition à un entraîneur si ce n'est pas concluant? Donc, le règlement ne fonctionne pas. Le règlement ne fonctionne pas, c'est ça. Il y a quelque chose à reviser parce que c'est vraiment Disney World en ce moment. C'est Mickey Mouse. Et là, on est 26e journée de championnat, messieurs. Ouais. OK, d'accord, on ne crie pas. Là, on est en finale de play-off. En finale de play-off, il reste 2 minutes. Bam! Ça pourrait être 0. Enfin, imaginez le score à 0-0, c'est 1-0 pour Berne. Il marque en plus sur la punition, c'est 2-0. Merci, au revoir. L'affaire, elle est belle pour être tournant du match. Ouais. Donc ça va encourager les coachs à ne pas prendre de challenge parce que ça va coûter plus cher. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas les outils, j'en parlais justement avec quelqu'un de Lausanne hier, pour ne pas le nommer, je parlais de ça à Canal Alston hier soir à Lausanne. Effectivement, moi je pense qu'on mettait juste 2 GoPro. On va faire de la pub pour GoPro, là, mais tu mets 2 petites caméras pendues sur le plexi, puis déjà, ce serait mieux. Mais... Après, il faudra en mettre partout. Puis il faudrait qu'elles soient homologuées. Et puis après, il faudrait qu'elle y ait... Non, je trompe. Non, mais c'est vrai. Mais quand tu veux trouver une raison pour ne pas en mettre, tu en trouves toujours une raison. Mais je suis d'accord. Mais là, franchement, il pourrait aussi dire, bon, écoutez, si c'est pas concluant, on va faire quelque chose. Maintenant, on est d'accord. C'est quoi, la 2e fois au moins que c'est arrivé? C'est arrivé à Rappersville, non? Il me semble. C'est arrivé plusieurs fois où... Et tu te dis, bon, vous donnez pas les 2 minutes de pénalité parce que, comme dit Doug, c'est pas le coach qui a tort. C'est nous qui ne pouvons pas dire si c'est bon ou c'est pas. Exact. Enfin, bref. Messieurs, revenons au match parce qu'il y a l'égalisation de Genève Servette à 5 contre 4. Denis Smirnov qui retrouve le chemin des filets. Imaginez, ça faisait 13 matchs qu'il n'avait pas marqué, me semble-t-il. Que je ne dise pas de bêtises. En tout cas, il restait sur pas de but une dizaine de 12 matchs. Il n'a pas eu de points lors de ces 12 derniers matchs. Et il va pouvoir battre le portier bernois. Shortside. Ouais, shortside. Marc, bon, là, notre ami Karunen, voilà. Il nous rappelle sa première prestation. Exactement. C'est un shoot, là, il est au poteau, il est contre, mais il ne colle pas correctement contre son bras, contre les côtes. Ouais. Ou alors c'est un puck filant, je ne sais pas. Puck a des yeux. Doug? Ouais. Moi, ce que j'ai aimé sur la séquence, c'est un tir du côté rapproché, sachant qu'il y avait quelqu'un au poteau éventuellement pour récupérer ce puck, puis il n'a pas essayé de la croiser, puis éventuellement il rate la cible, puis ça part en sortie de zone ou en contre-attaque. Là, il a vraiment été
Donc, ce que je trouve bien, c'est qu'il n'a pas visé le côté opposé, le côté rapproché, pour pas justement que ça fasse un rim. Sachant qu'il avait du support puis un joueur qui attendait juste là au poteau. Est-ce vraiment un bon choix? Est-ce que c'est un bon choix? Ben, oui. Le shooter là, oui, il a marqué. Ouais, mais bon. Là, il a marqué, hein, donc c'est vrai. Si c'est Carounon, c'est le bon choix. Peut-être. Quoi qu'il en soit. Il est dur avec ses gars. Un partout dans cette rencontre. Et puis 38e minute de jeu, peut-être le tournant en tout cas de cette fin de période. C'est l'exclusion de Beson pour cette, comment on pourrait dire ça, charge dans le dos? Ce cross-check dans le bas du dos, hein, cette poussée dans le dos. Sur Arcobello. Stéphane, est-ce que pour les gens qui n'étaient pas avec nous pendant la soirée, il faut que tu nous expliques quand même le mémo de Brent Reiber? Alors, les arbitres, c'était une décision facile pour les arbitres parce que Brent Reiber leur envoie des mémos tous les semaines ou tous les 10 jours. Et le mémo numéro 9 qu'on a reçu cette semaine, que je reçois toujours en copie, évidemment, Brent me l'envoie aussi, c'est qu'on a expliqué que dans une situation où un joueur va vers la bande avec une certaine vitesse, quand il se trouve à quelques mètres de la bande, il est dans une position vulnérable. Et si à ce moment-là, il y a un joueur derrière lui qui arrive et qui étend les bras, qui le cross-check, il donne une bonne poussée en étendant vraiment les bras, en sachant très bien... Là, Arcobello n'a pas changé de direction au dernier moment, il ne s'est pas penché, il n'a pas pris par surprise. Tout le monde, les deux joueurs savaient ce qui se passait, et Beson est allé, a étendu les bras, il lui a fait perdre l'équilibre. Regardez ici. Il sait très bien. Pam, il lui fait perdre l'équilibre en étendant les bras, en le croche-checkant en bas du dos. Et c'est hyper dangereux. Il peut arriver tête contre la bande. Là, il est arrivé les genoux en avant, la tête. Et Brent Reiber a dit aux arbitres, de telles situations, il y avait plusieurs exemples sur la vidéo, c'est 5 minutes. Aucune discussion possible. Donc, je vous dis que c'est une décision facile à cause de ça. Ce qui va déranger, c'est la ligne de conduite par rapport à tout ce qu'on a vu cette saison. Celle de Marty, celle de Hoffman, qui ont eu plus tôt cette saison, ça a fini par des 2+10 ou des 2 minutes. Et là, ben, c'est un 5-mec match, puis ça aurait encore pu faire très mal à Genève. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas été habitué cette année. Parce qu'on a mis, je pense que Brent Reiber a essayé de mettre un standard. Il dit à partir de maintenant, dans cette situation-là, c'est ça. Il a montré aussi des clips où les joueurs se tournent au dernier moment, se mettent dans une position vulnérable, et là, il dit ça ne doit pas être pénalisé. Mais ça, il a dit aucun pardon. Et ces vidéos, ces mémos sont envoyés aussi au club. Donc, si les clubs ne les ont pas présentés aux joueurs, ben, c'est là aussi la responsabilité. Mais la ligne a été bien établie. Et là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite dit avec le mémo, clair et net, 5 minutes. Mais il pourrait y avoir suspension? Parce que la saison passée, messieurs, rappelez-vous, il y a un Biennois dans mon échappe, Schmutz, qui avait fait justement ce geste-là, me semble-t-il. Qui avait eu un 2+10 et s'était fait punir par... Suspendre 2 matchs. Par la suite. C'était alors contre Lugano, je crois. On peut peut-être ouvrir une enquête. Là, le fait qu'il n'est pas arrivé tête contre première, la tête en premier, peut-être que... mais quand même, c'est hyper dangereux parce qu'il a réussi à se revoir. Je veux dire, le résultat doit pas être... C'est le geste qu'on doit punir et non pas le résultat, qui, heureusement, n'est pas... Il n'y a pas de blessure à Arcobello. Mais il y aura peut-être une enquête, oui. On va voir ce que ça donnera au niveau de l'enquête. Et puis surtout le 2-1 signé Calle Anderson qui va faire seul, qui va décrocher à Hucard, qui récupère son puck, regardez, dans sa propre zone, qui va passer en revue toute l'équipe servétienne et qui va creuser son tir. Ben voilà, Calle Anderson. On le retrouve finalement, Marco Humberger. Oui, on le retrouve, mais c'est quand même... Les joueurs... Genevois sont quand même très passifs. Ils gardent trop de distance par rapport à un joueur comme ça. Il y a un moment, ton gap, il doit rétrécir. D'accord, il joue bien avec la canne, mais bon, il n'y a rien d'autre. Hein? Non, il n'y a rien d'autre, mais c'est un game-winning goal. Et puis en troisième période, eh bien pourtant, on a tenu du côté de Genève Servette, à l'image justement de cet arrêt signé Stéphane Charlin, parce que oui, c'est le poteau, Doug, mais le gardien de Genève Servette touche le puck. Oui. Donc, encore une fois, bel arrêt, ça montre sa patience puis comment il a été, je dirais, solide tout le match. Ouais. Il a été élu, évidemment, homme du match du côté des Vernets à l'issue de cette rencontre. Victoire du CP Berne 2-1 au niveau de la statistique des tirs, 32-26 pour le CP Berne. Et on a une réaction à l'issue de cette défaite du Genève Servette. On va écouter la réaction de Denis Smirnov. Denis Smirnov, ça a été un match serré au niveau du résultat, mais qu'est-ce qui a manqué au troisième tiers pour faire la différence à Genève? Ouais, je pense qu'on a bien joué, toute l'équipe, on a bien joué aujourd'hui, mais on a manqué un peu de la chance peut-être. On a beaucoup d'occasions au troisième tiers. Enfin, toute la match, on a bien joué, mais on n'a pas marqué aujourd'hui, dommage. À titre personnel, vous n'aviez pas marqué depuis 12 rencontres. Vous retrouvez la première ligne, le chemin des filets. C'est une cause à effet ou c'est juste que vous étiez en forme ce soir?
de la chance. Pat il m'a dit qu'il faut tirer plus. J'avais l'opportunité à tirer, du coup je tirais. Mais merci à Hank et Tommy qui ont bien joué en zone là-bas et il m'a donné un bon passe. Voilà. Merci Denis, bonne suite. Voilà pour cette défaite de Genève Servette. On va passer maintenant à la rencontre entre Langnau et Ambry-Piotta. Ambry qui restait sur une victoire face à Fribourg-Gotteron et Langnau, finalement qui avait bien cru pouvoir ramener quelque chose du côté de la Vaudoise Arena, mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu de l'ambiance, il y a eu des buts. Oui. Ça a été assez chaud comme partie finalement entre ces deux équipes, qu'on désigne souvent comme adversaires directs dans le championnat. Ça a été un mano à mano avec Julian Schmutz qui va ouvrir le score, le 1-0, assist de Rob Earl et de Maxwell. On va voir cette première réussite avec un certain Benjamin Kuntz, évidemment, dans la cage du côté d'Ambry-Piotta. Il n'y a pas qu'à dévier sur les deux cannes. Il y a deux joueurs d'Ambry qui mettent leur canne là, donc c'est difficile pour Kuntz d'arrêter cette rondelle qui a changé de direction. On a vu une perte de puck dans la zone défensive du côté de Langnau, et Ambry, on peut récupérer le puck et c'est Rohrbar qui va égaliser. 27e minute de jeu, assist de Müller et de Zwerger. Oui, encore une fois, on a bien travaillé profondément dans le territoire. Pas que dans le slot, tir sur réception. Regardez, juste un petit espace. Il faut laisser juste un gap à un joueur, le puck arrive au bon moment. 1,5 mètre, ça suffit. 1,5 mètre, ça suffit, oui. Ou 1 mètre ou 30 cm. Mais juste un petit peu d'espace. Si vous n'avez pas juste la canne contre lui. Un joueur couvert, c'est un joueur qui n'a pas la canne sur la glace ou vous êtes près de lui. Mais surtout, Rohrbar, il prend pas le temps encore de dribbler. Beaucoup de joueurs, quand ils reçoivent un puck pareil, ils essaient encore de se préparer puis de se mettre. Il le prend, boum. Skills coach. Le skills coach ici. Ouais. C'est ça. Il n'a pas perdu de temps, c'est sûr. Exactement. Il y en a beaucoup. C'est d'abord... Petit contrôle, un dribble, puis là, tout se referme. Il y a une canne qui arrive, on va se voilà. Et là, il était dans le slot, au milieu de deux joueurs de Langnau. Paf, il ne s'est pas posé de questions. Et puis parfois, alors on salue toujours les gestes offensifs, mais il y a des gestes défensifs et des gestes de gardien qui sortent un peu de nulle part. Regardez cet arrêt signé Pounenovs face à D'Agostini. Hop! Et où ce puck? Oh, le skills coach, là, on le travaille aussi, ça? Je travaille pas souvent avec les gardiens. Donc... Pourtant, c'est un joli coup de patin de la part du gardien. Ouais, magnifique. Pas mal. Lui, il travaille contre les gardiens parce qu'il essaie de développer les joueurs. Il essaie de leur montrer comment développer. Comment tu marques dans ces situations-là? Vas-y, explique-nous. Explique-nous. C'est un geste désespéré. T'imagines, il bloque le puck contre les deux patins, comme ça. Ça, c'est énorme, ça. T'arrêtes, tu sors ton iPhone. Tu prends la photo. Non. Enfin, je sais pas. Ça se fait parfois. Non, c'est pour les 100 ans du cirque Knie, il serait arrêté. C'est ça. C'est pas mal, en effet. Allez, plus sérieusement, messieurs, on va voir le 2-1 signé Rohrbar, le doublé ce soir pour le joueur léventin. On évolue avec un homme de plus sur la glace, 35e minute de jeu. Fora et Müller, une nouvelle fois, aux assists, la petite déviation. Voilà, à l'endroit, devant la cage, forcément. Où ça fait mal, ou ce qui est décisif, c'est les endroits décisifs. Et ça fait du bien. Le gardien sort un peu bizarrement, donc il est à côté de lui, il ne sort pas vraiment sur le puck. C'est un peu bizarrement quand même. Oui, il n'était pas vraiment masqué, c'est vrai que... C'est un magnifique geste technique. La plupart des joueurs auraient peut-être fait dévier à côté, lui il a ramené vers lui. Ouais. Bon, Stéphane, là on a vu un contact épaule contre épaule. Tu nous as dit, pas de matière à siffler les pénalités. Et puis là, Benjamin Kuntz. Le bateau. Qui est bateau qui prend l'eau là, carrément. Et Robbie Earl qui va marquer dans une ambiance que vous imaginez, parce qu'évidemment ça va frotter. La pénalité, le joueur Fischer, il s'arrête pour prendre le contact avant d'arriver au puck. Il est en déséquilibre, il perd son duel, puis l'autre il tombe, puis il arrive dans la bande. Pour moi, il n'y a pas de matière à pénalité, messieurs, je ne sais pas, j'aimerais votre avis. Pour moi, il n'y a pas de matière à pénalité. Non, c'est un choc latéral. Ce qui fait qu'ils tombent dans la bande, c'est parce qu'ils sont en marche dans la direction de la bande. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui a poussé dans le dos comme ça. C'est latéral, puis il perd l'équilibre. Donc, toi qui as arbitré de nombreuses fois. Non, je dirais que toi qui as râlé de nombreuses fois sur les arbitres, c'est plus précis, ça. Ça, c'est plus judicieux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si Doug l'a dit, Doug est très dur avec les mais du côté d'Ambry, on s'arrête un peu de jouer. Là. Une petite période de flottement, quand même, après ce contact épaule contre épaule. On se dit, on est comme ça, après tu as Benjamin Kuntz. Je suis désolé, ça ne doit pas arriver. Tu es pro, tu dis, OK, l'arbitre n'a pas donné, tu dois continuer à jouer. Au lieu de ça, les deux gars se sont virés, tout le monde a regardé. Vous avez eu Kuntz se relever après le but, etc. Puis ça les a perturbés totalement, après. Généralement, quand Benjamin Kuntz court après l'arbitre, c'est que c'est pas bon signe.
Non, c'est qu'il n'est pas concentré. Ouais, mais lui, il fait ça souvent. Il réagit souvent sur le coup. C'est qu'il n'est pas dans son match. Ouais. Parce que si tu es dans ton match, ces éléments extérieurs, ils ne doivent pas te toucher à ce point-là. En tout cas, c'est 2-2 après 40 minutes de jeu. Il va y avoir des buts encore et du suspense en troisième période avec le 3-2 de Flynn Ambry qui va reprendre davantage une nouvelle fois dans cette rencontre. Ouais, un tir d'Agostini dans son bureau, tir sur réception, regardez. Hop, non, pas de réception. Là, il fait un petit arrêt, place son puck, le rebond est favorable. Regardez, hop, on met devant le but. Par 2 fois, Flynn la met au fond. Garbage goal, mais ça compte quand même. Un rebond. Il faut être là, il s'agit d'être là au bon moment. Il faut mieux être chanceux que bon. Non? C'est pas Gilles Montandon qui dit ça, il vaut mieux être chanceux que bon? Bon, si tu as les deux, c'est bien. Ça va mieux. Il y a la qualité field, c'est Maxwell qui va marquer le 3 partout, 52e minute de jeu, quelques secondes seulement après la réussite de Flynn. On a le sentiment que ça coupe un peu les jambes quand même d'Ambry, cette réussite. Oui, tout de suite après, donc il n'y a pas eu beaucoup de temps entre les deux goals, quelques secondes seulement, puis on était encore à égalité. Ah, puis c'est le patin. C'est un autogol. Ouais. C'est un autogol. Oui, c'est un autogol. C'est un autogol, c'est le joueur d'Ambry qui met la canne puis qui la lève sous l'épaule. Déviation parfaite. Il y aura un 5 contre 3 pour Ambry Piotta dans cette troisième période, mais c'est Langnau qui va finalement réussir à marquer le game winning goal à 5 contre 4 par Pascal Berger et Langnau qui s'impose face à Ambry Piotta. Oui, douille. Tout le match, Langnau ont changé le jeu de côté, donc dès qu'ils avaient une occasion de passer derrière le filet dans l'autre coin, pour faire changer le jeu de côté. Et le joueur, c'est ce qu'on a vu ici. Là. Donc, Berger a poussé son puck derrière la cage. Un petit give and go est revenu devant. Puis c'est lui qui l'a mis au fond du filet. Donc, il s'est bien repris parce que c'était lui qui avait échappé son homme sur le but de Flynn. Et finalement, donc Langnau qui s'impose à domicile parce qu'on sait du côté des filles, c'est toujours très difficile d'aller jouer la preuve pour Ambry Piotta ce soir. Plus sérieusement, messieurs, Fribourg-Lausanne. Ouh, Fribourg-Lausanne. Ça, on attendait. Est-ce que c'est un derby? La grande question que j'aimerais poser, est-ce que Fribourg-Lausanne, c'est un derby? Fribourg-Berne est un derby. Fribourg-Lausanne, c'est pas un derby? Fribourg-Lausanne est un derby. C'est une question? Est-ce que c'est un derby, Fribourg-Lausanne? Je Non, moi, la définition des derbys, Moi, je c'est pas l'ai un appris derby. au fur et à mesure de ma carrière, parce que moi, je suis déjà arrivé dans un match à Zug contre Ambry, puis on m'a dit que c'était un derby. J'ai dit, ah bon, c'est un derby, le derby du Gothard. Oui, le derby du Gothard. Le derby Et du puis, Gothard. Zug-Rapperswil, c'est le derby du Herzl. Oui. Donc, une petite butte là, entre les Ah, deux. voilà. Là, Oui. Du Herzl. Ouais. Et puis, mais je crois est-ce que Fribourg, j'aimerais qu'on le sache ce soir, est-ce que Fribourg et Lausanne, c'est un derby? Je sais pas, tu poseras la question Ça m'a toujours à Fribourg, mais interpellé. je poserai la Il y en a qui question me à disent oui, il y en a qui me disent non. C'est pas le nombre de kilomètres Non. entre les deux. C'est l'autoroute A12 qui passe? Il y a une distance géographique et puis il peut avoir une rivalité aussi. Une rivalité, donc Voilà. pas un derby, une rivalité. Non, mais tu pourras, pour faire un derby, il faut une rivalité. Voter, et puis ils n'ont faut, pas envoyé les messages, les gens ils vont voter si oui ou non. 50 Ah, centimes c'est Non, mais je rigole. On pourra faire une votation pour savoir est-ce que c'est un derby, oui ou non. Alors, Question tout sans dépend réponse. aussi de la superficie totale en kilomètres carrés, Ah, tu vois, du pays. Voilà, d'accord. c'est ça. D'accord, OK. Parce qu'il y a des pays où, par exemple, c'est quoi Bon. il y a plus Il de s'est passé derby. quoi puis il y a finalement? plein de- Pourquoi je vous en parle de quoi? Là? Enfin bref, merci. Qu'est-ce qui te... Tu as d'autres questions comme ça prévues dans Des l'émission? Parce questions qu'on a quand même sans un timing, puis je pense que fondamentalement ça ne passionne pas forcément les gens. Donc maintenant, plongeons-nous dans ce Fribourg-Gotteron Lausanne Hockey Club avec Lausanne qui va ouvrir les feux, puisque c'est les Lausannois qui vont ouvrir le score, surtout en première période à la 15e minute de jeu. Une réussite signée Lidbaum. On cale ça. Regardez, c'est quoi? C'est un set play, ça, Stéphane, finalement? En tout cas, c'est sur un engagement. On a gagné l'engagement, on a mis le puck au but. Lindbaum a fait la même chose hier, dans le shooté dans le paquet, et ça a rentré. Regardez, le puck a passé juste au-dessus du gant de Berra. Regardez, il y a du monde pas mal dans la ligne de shoot. 1-0. Lindbaum qui est devenu un défenseur qui participe régulièrement à l'attaque. Il marque plus de buts que Yonland, bientôt, finalement, Lidbaum. Oui, tout à fait. Kylian Motet, 39e minute de jeu. Regardez, on est en fin de période. Et Kylian Motet bien placé. Et cette fois-ci, qui arrive à lever son puck sans problème pour battre Tobias Stéphane, Marc Leuenberg. Oui, mais disons que c'est surtout la coordination défensive de Lausanne qui fait qu'il vient par derrière et il est tout seul. La passe de dernier est pas mal aussi. La passe est bonne, mais c'est qu'il y a un homme qui est là derrière qui n'est pas couvert. Il n'y a même pas une canne pour couper. Donc ils ne savent rien du tout. Lausanne ne sait pas où il était. Ah ouais. Et pourtant, il était, Stéphane, au
Deuxième poteau. Merci beaucoup, Stéphane. Un partout, donc, après 40 minutes de jeu. Et puis, on l'a dit, il y a eu des émotions sur les patinoires ce soir. On a lâché les gants aussi, à l'image de cette bagarre entre Trabert, j'allais dire qu'on le sait, et Brodin. Ouais. On s'en est donné un peu, les 3 bonnes taloches, comme on dit. En fait, ça se fait suite. Il y a eu une dure mise en échec contre Joris. Et là, Trabert est venu à la rescousse pour acheter les gants devant Brodin à la fin. On a acheté quelques-unes Brodin à la fin, mais voilà, combat à la régulière. Ouais, combat à la régulière. Et puis, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je donne avantage à Trabert là-dessus. Là. Je pense à la fin, oui. Sur la fin, oui. Sur la fin, avantage au point, Mais Brodin avait bien débuté. Oui, bien débuté au début, Brodin. Il est fort physiquement aussi, mais c'est tellement fatigant. Il était exténué, Brodin. Hein? Et si vous êtes en fin de présence, puis un qui jette les gants, là, vous êtes déjà fatigué, là, puis vous devez jeter les gants. Brodin, il était complètement, on l'a vu aller vers le banc, là, il était complètement exténué. Il était raide, comme on dit. 51e minute de jeu. Vermine qui va relancer les affaires lausannoises et permettre au LHC de reprendre l'avantage une deuxième fois quand même dans cette rencontre, puisque Lausanne aura fait, d'où toujours, la course en tête finalement dans cette partie. Oui, magnifique pièce de jeu ici là, de Vermine. Il y a eu un petit entre Motet et Chavaillat qui se sont rentrés dedans, puis malheureusement, ça en a profité à Vermine qui a réussi à se ramasser tout seul devant Berra. Oui, Lausanne qui pense à se diriger vers un succès, mais Fribourg-Gotteron qui va pouvoir égaliser avec cette réussite signée des Harnais. Mais cette réussite, on va la voir. Messieurs, là aussi, qui ont parlé d'autogol, me semble-t-il. Frappe le patin de Grossman, puis frappe le patin de Stéphane et ça monte par-dessus l'épaule de Stéphane. Donc ça, c'est faute à pas de chance. Faute à pas de chance. Mais la chance, ça se provoque quand même, Marc, j'ai envie de dire. Il faut tirer le puck là-dedans. Si on ne le met pas dedans, il n'y arrive pas. Il faut mettre des pucks vers la cage. Les entraîneurs répètent, mettez des pucks vers la cage. Et tout peut arriver, il faut mettre des pucks au but, Moi, j'ai un petit peu de peine avec cette théorie-là, parce que chaque fois que vous mettez un puck au but n'importe comment, des fois ça marche, mais une fois sur deux, vous perdez cette rondelle. Ouais. Ou souvent, vous la perdez parce qu'il y a plus de joueurs de défensive que d'offensive devant la cage. Et quand vous avez plein contrôle de rondelle, vous mettez n'importe comment vers la cage, c'est du 50-50. En anglais, on dit un hope play. Si cette tentative passe à travers le slot puis que ça part en compte, ça peut faire mal sa transition. Messieurs, on va se rendre en prolongation et c'est finalement Fribourg qui va passer l'épaule grâce à Stolberg. Il faut dire que Fribourg évolue à 4 contre 3. Supériorité numérique pour une punition sévère, hein, c'est ce que vous nous aviez dit, messieurs. Très sévère. Stolberg qui va marquer. Bon échange de rondelles entre Sprunger et Gunnarsson. Regardez la patience de Stolberg qui bat Stéphane en dessous du bras. Ça donne la victoire, mais la pénalité de Grossman en fin de match, Doug en parlait. Sur la séquence des harnais, puis Grossman aurait pu être chassé, et je pense que c'est les deux qui auraient dû être chassés, en toute honnêteté. Par la suite, face-off en zone offensive, Fribourg prend son temps mort, Jeffrey se fait accrocher pour sortir le puck de la zone. Clairement, il y avait une grosse pénalité qui aurait dû être sifflée pour au moins ramener ça à égalité. Ça n'a pas été fait, donc ça aurait pu coûter très cher. Puis par la suite, on connaît le résultat. But gagnant de Fribourg en overtime. Et Stolberg et Bikoff, c'est un peu les joueurs qui marchent bien là. Stolberg, là en début de saison, mais il a marqué hier. C'est hier que c'est lui qui a marqué lui hier, sauf erreur. Ce soir, il marque encore, donc il revient le Stolberg qu'on a engagé finalement. C'est lui qu'on avait engagé, c'est celui-là. Mais oui, pour les buts, c'est celui-là. Allez, nous, on va écouter tout de suite la réaction du côté de Fribourg-Gotteron, la réaction de Benjamin Chavaillat. Benjamin Chavaillat, 4e prolongation, 4e victoire. Ça devient une spécialité du côté de Fribourg. Moi, je ne crois pas que ça devienne une spécialité, mais c'est vrai qu'on a de la réussite en prolongation, c'est bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on bataille jusqu'à la fin. On a mal entamé le match. Mais comme j'ai dit, durant les 60 minutes, on bataille jusqu'à la fin. Il marque, mais on revient au score et puis on montre beaucoup de caractère. Le caractère, c'est une chose importante. Réussir à marquer en powerplay également, c'est une chose que vous réussissez pas toujours. Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer dans cette caractéristique du jeu ? Moi, je crois qu'aussi hier soir, on a eu des chances en powerplay, mais on n'a pas marqué. Ma foi, il y a des soirs comme ça. On a un bon powerplay, on manque juste un peu de réussite. Il faut qu'on mette plus de pucks sur le but, je pense. Et puis, on va trouver le chemin des filets. Merci, bonne soirée. Et voilà la méthode Coué du côté de Fribourg-Gotteron après cette victoire. Et puis du côté de Lausanne, comment justement on analyse cette défaite de la soirée? Écoutons tout de suite la réaction de Yannick Hervé.
Yannick Heron, un week-end lausannois avec deux visages. Hier, une bonne victoire contre Langnau. Et ce soir, il y avait peut-être mieux à faire ici à Fribourg. Mieux à faire, je pense. On a vraiment... on a travaillé dur, on a travaillé fort. Je pense qu'on a essayé de gagner ce match. Je pense... je voulais... Ça serait plus joli si on pourrait prendre les 3 points. Mais... c'était pas assez ce soir. Hein. Il y a des petits détails qui ont fait la différence ce soir. Quels ont été les détails les plus importants selon vous? Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de détails. Je pense qu'on a pris une pénalité un peu stupide à la fin. Et puis peut-être l'autre pourra avoir aussi la pénalité, je pense. Sinon, je pense qu'on a essayé de travailler dur. Et puis, à la fin, c'était pas assez. Merci Yannick, bonne suite de championnat. Eh oui, ça parle de pénalité, vous l'avez compris, hein, du côté de Lausanne à la fin de cette rencontre et de cette défaite. On va marquer une petite pause, messieurs, dans cette soirée de National League, puisqu'on va passer maintenant à la pratique. Masterclass, s'il vous plaît, ce soir, on a un skills coach. On va en profiter, Stéphane. Ah oui, on a un skills coach. On parle beaucoup du développement des habiletés individuelles, non seulement chez les jeunes, mais chez les pros. Et on a Doug Boulanger, qui est un skills coach spécialisé, qui travaille avec les jeunes et moins jeunes, qui va nous présenter un tout nouvel appareil qui est arrivé chez Motion Lab à Lausanne, en collaboration avec The Six Leadership. Ça s'appelle le Super Decker. Et Doug, tu vas nous présenter un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment on peut développer les habiletés individuelles, les mains des joueurs, sans mettre des patins, dans la cour, dans un garage ou n'importe où. Alors, il y a 3 programmes sur cette machine qui développent vraiment des choses très spécifiques. Oui, c'est un outil qu'on peut utiliser pour le retour au jeu suite à une commotion. C'est aussi pour la prise d'information. Ça peut être travaillé avec un miroir devant pour avoir la tête haute quand tu travailles. Mais surtout, là, c'est pour améliorer ton maniement et la vitesse d'exécution de tes mains. Donc, si on prend l'exemple ici, si je frappe sur la lumière, ça active le capteur et par la suite, j'accumule des points au fur et à mesure que je touche la lumière. J'ai 45 secondes pour pouvoir toucher le plus de lumière possible. Donc, c'est très entraînant. C'est même un petit peu addictif. Sur un deuxième programme, on peut aller dans un jeu où c'est le même système, mais dans ce système, la lumière va bouger. Donc, dès que j'active, elle va se déplacer. Donc, si je ne la touche pas, elle continue à se déplacer. Donc, il faut vraiment améliorer son exécution, aller plus rapidement. Si je la rate, je l'ai ratée, je dois aller la rechercher. Donc, toujours en train d'essayer d'anticiper le plus rapidement possible où cette lumière va se diriger. Donc là, il y a la notion de vitesse. Tout à l'heure, on avait le temps d'aller la chercher. Là, il faut aller beaucoup plus vite. Et il faut avoir extrêmement beaucoup de précision. Donc, tu n'as pas 2 chances pour frapper la lumière, tu dois y aller directement. Et puis, il y a des points, on peut comptabiliser le nombre de points. Et les jeunes et moins jeunes peuvent s'améliorer en disant « je vais de plus en plus vite, mon résultat est bien meilleur qu'il l'était ». Et c'est exactement ça. Et sur le 3e programme maintenant, c'est vraiment pour travailler le roulement du puck sur ta palette, mais aussi la précision. Donc, c'est un exercice que tu peux utiliser les bandes élastiques. Donc, je viens chercher, je fais rouler le puck sur ma palette, je travaille et j'accumule des points. Donc là, vraiment, c'est un petit peu plus pour travailler ta technique pure, puis venir accumuler un maximum de points en étant le plus précis possible. Donc, les gens peuvent penser à la maison que c'est un truc pour les gamins, pour s'amuser, mais tu as récemment travaillé avec Nathan Marchand, qui revient de blessure. Il a travaillé sur des appareils comme ça. Oui, effectivement, c'est toujours la chose. Si tu apprends à connaître le joueur et à savoir ses scores, c'est toujours intéressant, suite à une blessure ou avant une blessure, de savoir qu'est-ce que... C'est pas une bombe, là? C'est pas une bombe? C'est pas une bombe, non. Ça me dit que j'ai 10 secondes pour terminer l'exécution de mon jeu. Donc, voici le buzzer de la fin. Mais pour revenir à ce qu'on disait par rapport aux joueurs qui reviennent d'une commotion, c'est sûr que quand tu apprends à connaître les joueurs, tu sais leur score. Et ils peuvent comparer leur score dans l'état normal et leur score après, quand ils reviennent. Et on peut voir vraiment une différence? Ah, clairement. Puis aussi dans la différence d'âge. Donc, il y a un suivi de prise d'information puis de rapidité d'exécution qui est flagrant quand tu suis des joueurs de différentes catégories. Mais les joueurs professionnels sont vraiment réceptifs à ce genre de trucs. On peut penser que c'est un jeu, mais les joueurs professionnels, ils s'intéressent vraiment à des petits trucs comme ça, finalement. Ils s'intéressent à s'améliorer constamment.
Bah, ça, c'est sûr. S'améliorer constamment. Maintenant, tout nouveau jouet, ça dépend toujours comment tu l'utilises. Donc là, si tu es toujours en train d'utiliser le jouet en la tête basse, tu prends des mauvaises habitudes. Par contre, si tu travailles avec les lumières, tu prends des coups d'œil, ça travaille ta périphérie, ton champ de vision. Et ça, à un moment donné, ça ne s'achète pas. Ça se travaille, puis les gars sont toujours très ouverts à ça. Ils sont très demandants pour ce genre de choses. Merci, Doug Boulanger, spécialisé dans le développement des habiletés individuelles qu'on appelle Skills Coach. Voilà, on est rassurés au niveau de la bombe, parce qu'on a eu un petit peu peur avec Marc sur ce plateau. On s'est regardés les deux. On a dit, c'est toi qui as laissé la sonnerie marron. Ce message va s'autodétruire dans 5, 4... Allez, messieurs, on va revenir à la soirée de National League. On va passer à Rapperswil, Lugano. C'était notamment à la présence de Tomlinson sur le banc du côté de Rapperswil. Il était déjà là en coupe, mais il est bien là ce soir pour tenir son rôle. Lui qui s'est fait greffer un rein, justement, Tomlinson. Et ça fait plaisir de le voir justement à la barre de Rapperswil. Alors je ne sais pas s'il y a eu un effet de retrouver son coach pour un match de National League, mais Rapperswil s'est imposé ce soir 2-1. Pourtant, c'est Lugano qui va ouvrir le score. Wellinger, premier but de la saison pour Wellinger, assiste d'un certain Postma du côté de Lugano. Postma, un nouvel étranger qu'on n'en a pas beaucoup parlé, qui a remplacé Otama, le Finlandais, qui est parti, lui, du côté de la NHL. Postma, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, NHL, gros, grand bonhomme, il fait un bon job. C'est un gars qui vient de la région où est né Dominique Elie au Canada, comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard, mais n'empêche pas. Il fait un bon job. Et il y en a un qui fait un bon job, messieurs, Egli. Arkelenberger, Egli, franchement, on peut parler de découverte sur cette première partie de la fin de moitié de saison? Oui, je dirais surtout, on connaissait déjà ses capacités. Il a eu une blessure, il n'a pas réussi vraiment à revenir. Il était à Bienne l'année passée, il n'a pas vraiment pris pied. Il a été arrêté pendant la saison. On l'a mis, je crois, il l'a mis à Rapperswil. Et maintenant, il est là, il joue, il a confiance, il est en bonne santé parce qu'il avait comme de gros problèmes de santé. Il a retrouvé ses plans de possession et maintenant on voit un joueur qui n'est pas très grand, un 76, un 77, mais qui est très intelligent dans le jeu, qui a une bonne vision de jeu et qui s'est marqué aussi. Pour un défenseur, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça vaut pas mal d'argent des fois. Oui, mais j'allais dire, là, il est en train de se faire une pub monstrueuse, là, à part ça. Il est en train de faire une saison, là, on va se l'arracher dans les autres clubs à ce rythme-là, quoi. Ça, c'est sûr. Mais lui, il a fait la petite erreur de signer pour 2 ans. Erreur. Lui, il a signé pour 2 ans. C'est un gars qui arrivait de nulle part. Il a probablement signé pour des peanuts, comme on dit. Pour pas grand-chose, un contrat de 2 ans. Il voulait un petit peu de sécurité. Il voulait aller dans une équipe où il pourrait avoir du temps de glace pour se développer, etc. C'est logique. Il a signé pour pas grand-chose parce qu'il veut jouer pour faire ses marques. Mais là, je pense qu'il a franchi une grosse étape cette année. La reconnaissance, elle est là, etc. Et là, je pense que s'il n'avait pas encore un contrat pour l'année prochaine... Les prix auraient monté, c'est ça. La demande aurait monté. Tu es en train de nous dire que... Voilà. Oui, parce que ça fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de jeux d'offres et de demandes dans ce marché-là. Absolument. Non, mais je suis d'accord, il a encore une saison. Mais enfin, s'il connaît une excellente saison, un bon début de saison, la saison prochaine, c'est bon. On sait qu'on signe des contrats. On ne va pas attendre la fin de contrat. Je ne serais pas surpris qu'on réouvre le contrat du côté de Rapperswil pour essayer de le garder. C'est ce que Genève ont fait avec Smirnov, notamment. Tu es en train de nous dire que pendant cette saison, déjà, on essaie de le prolonger. S'ils veulent essayer de le garder et de le prolonger tout de suite, ça pourrait être une option. De te dire, on te donne déjà plus pour l'année prochaine, mais tu restes avec nous 2 ans de plus. Voilà. Par exemple. Par exemple. Mais c'est vrai que ce jeune homme, je l'ai vu jouer 2 fois en live cette année. Il est vraiment impressionnant. C'est son anticipation aussi. Il a une facilité d'anticiper le jeu, de voir venir les choses. On le savait talentueux. Puis cette année, vraiment, ça a explosé. Non, mais pas aussi efficace, parce qu'on se dit, il fait quoi, 8-9 assists sur les premiers matchs, il était quasiment 1 point par match. Ouais. Au niveau des assists, puis on se dit, ouais, bon, ok, d'accord, c'est les assists. Une erreur de parcours. Il joue sur le power play, ça va retomber. Maintenant, il ajoute des buts, et puis voilà. Il a une statistique vraiment impressionnante au niveau des défenseurs suisses. Et avec Rapperswil. Et avec Rapperswil aussi. Il faut quand même dire, il n'est pas... Mais c'est là qu'il a du temps de glace. C'est ça. Il a de la responsabilité, on le met sur le power play, on le met régulièrement. C'est ça. Donc, plus tu as de glace, plus tu es dans des situations spéciales. On va te donner du temps de glace de qualité. Et voilà. Ouais, et t'es défenseur numéro 1. D'accord, à Rapperswil, mais t'es défenseur numéro 1. Exactement. Tout simplement. Allez, à propos de numéros, messieurs, on va passer aux 3 étoiles de la soirée.
Et la troisième étoile de la soirée, David Desharnais, Doug Boulanger. Un but, un assist pour lui ce soir, petit bijou de passe. De manière générale, j'ai envie de dire, là, les étrangers de Fribourg, là, ils ont été là, on les attendait finalement. Oui, écoute, bon match de sa part. Il a su profiter de ce qu'on lui a donné comme espace. Puis ben, encore, dans tous les coups, la punition à la fin, ben, c'est lui qui la provoque. Et ça, je dirais que c'est le troisième assist sur le but vainqueur. Deuxième étoile de la soirée, Stéphane, c'est Dario Rohrbach du côté d'Ambri Piotta. C'est l'invité surprise de la soirée? Oui, c'est un jeune joueur. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à Ambri dont on ne connaît pas vraiment les noms. Hein. Les noms pas très connus, mais là, ce soir, il a connu une bonne soirée, le jeune. Et c'est un autre, on parlait d'Egli tout à l'heure, qui joue beaucoup à Rapperswil parce qu'il a rapide, puis parce que lui, c'est un autre jeune qui peut-être ne jouerait pas dans un autre, en soi-disant, plus grand club. Il y aurait moins de responsabilités. On leur donne des responsabilités, on le met sur la glace, on dit « Vas-y, mon grand, montre-nous ce que tu sais faire. » Vas-y, mon grand, fais-moi mal, Johnny. Johnny Ortio, première étoile de la soirée. Il a fait mal aux attaquants davosiens ce soir, Marc Leuenberger. Il les a mouchés, finalement. Ben, voilà, donc on sait, hein, Davos, c'est une équipe offensive qui met beaucoup de pression. Il a su tenir sa cage, inviolé le premier tiers. Les attaquants zurichois, l'offensive, a fait les buts. Lui, il a gardé propre derrière. Il l'a eu tranquille après un peu contre la fin du match, mais il était là quand il fallait. C'est quand même pas mal. On va chercher un gardien étranger du côté de Zurich pour mettre un peu de pression sur Flueller. Et puis, paf, il nous signe un petit blanchisseur. Mais ça, c'est une signature dont personne n'a parlé. C'est Berne qui avait besoin d'un gardien, puis c'est Zurich qui était engagé en premier. Oui, absolument. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi on va engager ce gars-là? Ils étaient pas trop contents de la performance des gardiens. Et ils se sont dit, bon, coupe tout. On veut quand même faire gaffe. On veut rester, on ne sait pas. Et puis après, si Flueller se blessait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais ça n'a pas bien marché en coupe. Non, mais c'est juste pour dire. Non, je rigole. Ils ont dit, on doit faire attention parce qu'on n'a vraiment pas tout à fait. la solidité. Tout à fait. Ils ont eu l'opportunité, ils l'ont prise. Berne a attendu plus longtemps. Je ne sais pas s'ils avaient pris avant Ortio. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Ils n'ont peut-être pas les mêmes contacts. Bon, en coupe, ils sont allés jouer chez les Irréductibles aussi. Hein. Oui. Du côté de la joie? Oui, du côté de la joie, du côté du leader quand même de la Suisse. On n'a pas parlé de ce match-là. Ajoie menait 5-0. Oui. Contre Zurich à la maison. 5-0. Puis Zurich n'est pas allé avec l'équipe B. 4 goals en powerplay. 4 goals en powerplay. Ajoie. Mais leur première ligne fait mal à toutes les premières lignes de Liga. Il ne faut pas rêver. Avec les étrangers qu'ils ont, comme ils jouent, bien, ça va être l'enfer. Pourquoi Azan et Davos sont dominants en Ligue B, comme ils dominent comme dominaient les étrangers dans les années 80, 90, etc. Exactement, oui. Puis ces gars-là ne peuvent pas jouer en Liga. C'est une question que tout le monde me posait. Pourquoi ils ne jouent pas en Liga? C'est pourquoi on leur donne pas... Ils ne sont pas assez bons pour être étrangers en Liga. S'ils étaient Suisses, évidemment qu'ils joueraient en Liga. Mais comme étrangers, ils ne sont pas assez bons. Moi, Davos, on me parle de son coup de patin. Azan, on me parle de... Mais on ne va pas me faire croire que ces gars-là ne peuvent pas jouer comme quatrième étranger en Liga. Est-ce que tous les étrangers de la Liga leur sont vraiment supérieurs? C'est une question. Donc, vous en pensez quoi, les gars? Moi, je pense qu'ils en sont capables. Maintenant, là, on parle d'un match. La Liga, c'est 50 matchs et 50 fois contre, beaucoup plus difficile. Contre Zurich. Oui, c'est ça. Si on veut. C'est pas une fois contre Zurich, puis après le reste du temps contre Ticino Rockets et puis Academy. Hein, donc où on peut. On est d'accord que cette Ligue B, c'est une Ligue à 2 vitesses. Voilà. Donc après, mettre ça 3 fois par semaine, ça devient un peu plus compliqué. Ouais. Doug, je ne voudrais pas casser l'ambiance nostalgique, mais on parle de National League et de Swiss League, messieurs, parce qu'on ne parle plus de Liga et Ligue B. Non, on parle de Jonathan Azan et Philippe Debos à Ajoie. Pour clore peut-être, enfin pour étayer un peu cette discussion, mais quand même assez rapidement, Doug, finalement, on va chercher, tu parles de quatrième étranger, le rôle du quatrième étranger, c'est pas de jouer sur le premier bloc puis de marquer des goals. Non, c'est sûr que là, si on parle de Hazen, par exemple, lui, il a un profil vachement intéressant, donc il est capable de jouer défensivement. Les deux sont excellents défensivement en Swiss League. Hein. Ça, on ne parle jamais de leur jeu défensif, mais ils sont très bons défensivement. Et Hazen a un profil qui est un petit peu plus intéressant. Il bloque des shots, plus facile un petit peu au niveau du patinage. Par contre, DeVos, sa grosse qualité, c'est son sens du goal. Et son sens du jeu, son sens du goal, centre des deux sens, il est vraiment très fort. Messieurs, il y a Gary chez
Yann qui est en train de nous appeler pour dire arrêtez de vanter les mérites de mes joueurs. Je veux les garder. Ils ont des clauses de sortie pour la National League. Non, évidemment. Allez, messieurs. C'est une question. Ça se discute. Mais on en reparlera dans un backcheck XXL, vous l'imaginez bien. Messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée de National League, des 5 matchs de ce soir et la victoire, puisqu'on vient d'en parler, des ZSC Lions 5-0 face à Davos, le succès après prolongation de Fribourg face à Lausanne, le succès de Berne 2-1 à Genève, celui sur le même score de Rapperswil face à Lugano, et la victoire étriquée, mais victoire quand même des Tigres de Langnau 4-3 sur Ambri Piotta. Le classement. 49 points, un petit gap quand même, 6 points désormais d'avance pour les ZSC Lions face à Vienne qui joueront demain contre Rapperswil. Genève Servette un match de plus, toujours sur le podium. Davos 4e, toujours avec ce nombre de matchs en moins, 5 ou 6 rencontres de moins, enfin 4 ou 5 rencontres de moins. Lausanne, Zug, Langnau, c'est serré. Ensuite, là aussi un petit gap. Langnau, Fribourg, Gotteron au-dessus de la barre. Et Berne qui a fait quand même une bonne opération ce soir. Il reste à 3 points avec surtout 2 matchs de plus de Fribourg, Gotteron et Ambri Piotta. Et Lanterne Rouge, ça a mal au Tessin avec Lugano qui est 11e, 28 petits points. Maintenant, pour la Swiss League, il y avait un match qui s'est disputé cet après-midi, hasard du calendrier. C'est Sierre qui a été battu du côté de Bussert Arena par Zug Academy sur le score de 3-2. Et Sierre, on les retrouvera demain, cette équipe de HC Sierre, parce que c'est derby demain du côté de Graben face à Viège. Mais avant ça, petit coup d'œil sur le classement, on l'a vu relativement furtivement. Mais de toute façon, ce classement va changer et va bouger au vu du match de demain. 18h10, au rendez-vous, Stéphane. Exactement. Studio sur place. Studio sur place, on sera là. Plein d'invités, une ambiance de folie, etc. Prépare ton foie quand même, hein. T'abuses pas sur la raclette, s'il te plaît, parce que je te connais, t'aimes bien ça. Et à propos de raclette, il y a un petit made challenge qui a été fait du côté du HCCR, assez sympathique. Je vous dis que ça, faudrait être là avec nous demain dès 18h10. Merci beaucoup, messieurs. Merci Marc Hollenberger, merci Doug, notamment pour la masterclass et la démonstration de tout ça. Merci à toute l'équipe technique et on se retrouve bien sûr sans faute la semaine prochaine pour la National League. Bonne soirée, bye bye. Bonne soirée.